L'école des mines de Paris a formé des esprits brillants qui continuent d'influencer notre monde. Je pense notamment à des PDG et à des prix Nobel comme Maurice Allais ou comme Georges Charpak, même des ministres de l'économie, des présidents de la Troisième République qui sont passés par les mines de Paris, même des conseillers d'État assez importants comme Jacques Attali ou Alain Minc. Ce que je voulais partager avec vous, c'est des parcours assez exemplaires et notamment celui de un seul, Jean-Jacques Favier, qui est allé à bord de la navette Columbia, qui est une navette américaine, donc une navette gérée par la NASA dans les années 90. Il a eu une mission en 1996. Il a été scientifique dans l'espace à bord de cette navette et il a travaillé sur les alliages fabriqués en microgravité. Sur des alliages, la structure cristallographique a un impact hyper important. C'est ce qui va donner toutes les caractéristiques physiques et techniques en fait de l'alliage. Et il s'est rendu compte qu'en travaillant dans l'espace sous microgravité, on avait des caractéristiques techniques différentes du fait que la structure cristallographique n'était pas la même. Elle était pure en fait, parfaite. Il n'y avait pas des tassements de cristaux les uns par rapport aux autres. Il a travaillé là-dessus et c'était un ingénieur doctorant des mines de Paris. L'école des mines de Paris, c'est le sujet de cette vidéo. Je remercie vraiment l'école des mines de Paris, notamment la direction de la communication, pour avoir participé à cette collaboration. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Ok, alors l'école des mines de Paris, c'est une grande école d'ingénieurs française qui a été créée donc en 1783 sur l'ordonnance du roi, qui était initialement à vocation de former des mineurs, comme son nom l'indique, pour exploiter les gisements de charbon dans les mines. Et c'est beaucoup développé depuis et maintenant, et c'est une école, une des meilleures écoles d'ingénieurs de France, qui a pour vocation à former des ingénieurs polyvalents et aussi informés sur les enjeux actuels environnementaux et sociétaux. Vous, vous êtes rentré cette année, vous êtes en première année. Est-ce que vous pouvez juste présenter ce que vous avez fait avant les mines de Paris rapidement? Peut-être Lucie, si tu veux. Oui, du coup, moi, j'ai fait la fac. J'ai fait une licence qui s'appelle le CPES, qui est à l'université PSL. Et du coup, l'université PSL, c'est l'université à laquelle est rattachée l'école des mines. Et c'est grâce à ça que j'ai appris à connaître l'école. J'avais des cours dans le bâtiment, pas des profs de l'école. Et en rencontrant différents mineurs, en suivant certaines options à PSL qui étaient communes, ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Et c'est à cause de ça que je suis passée du cursus faculté-université vers plutôt une grande école d'ingénieur. Timon, qu'est-ce que tu as fait avant les mines? Moi, j'ai fait donc 2 ans de prépa en PCSI et en psy au lycée du Parc à Lyon. Et je suis arrivé par le concours aux mines. Un peu le hasard des concours sont aussi, puis le fait, il y a plusieurs éléments qui m'ont fait choisir les mines par rapport à d'autres écoles. C'est l'aspect déjà que c'est une école dans Paris, donc ça apporte plein d'avantages. Je pense qu'on en verra plus précisément après, mais ça a beaucoup d'avantages. C'est aussi une école qui reste très généraliste, parce que je ne sais pas exactement ce que je veux faire. J'avais pas envie de me spécialiser directement dans une formation. Et puis l'aspect aussi un peu sciences fondamentales et recherche, parce que comme je ne sais pas exactement ce que je veux faire, j'avais longtemps hésité avec aller à l'ENS ou aux mines, mais le fait est que des mines, je peux après soit être ingénieur, soit si je vois que je continue faire de la recherche, faire un double diplôme avec l'ENS rue d'Ulm, qui est aussi dans PSL justement, c'est un avantage de PSL, pour après faire de la recherche. Ok, pour l'instant, tu sais pas vraiment si recherche, ingénieur. Non, pas vraiment. Pour l'instant, c'est toujours en cours de réflexion. Ok. Très bien. On va commencer par parler de la partie académique, si ça vous va. Est-ce que, avant de commencer sur les cours, etc., ce que vous apprenez, comment vous qualifierez la charge de travail des mines de Paris? Est-ce que vous travaillez beaucoup? Je pense que ça dépend des personnes. Du coup, on a 24 heures de cours fondamentaux, donc TD et amphi. Et après, les élèves s'investissent un peu
à quel point ils sont intéressés par la matière et à quel point ils n'ont pas d'autres choses vis-à-vis de la vie étudiante qui entrent en jeu. Et ce qui fait que, de manière générale, c'est possible, si on est très intéressé par le sujet, de s'intéresser à fond, de travailler beaucoup et de vraiment avoir des super notes excellentes et pouvoir après ensuite ouvrir des portes vis-à-vis des doubles diplômes, par exemple. Et en même temps, si on est plus intéressé par la vie étudiante ou parce que juste il y a certaines matières qui ne conviennent pas à tout le monde, vu qu'aux mines, il y a quand même, par exemple, des élèves qui viennent de BCPST, où du coup, ils ont parfois des petites lacunes en maths ou en physique. Ça permet quand même de pouvoir faire aussi, entre guillemets, du bachotage, de travailler de manière très intense à des périodes beaucoup plus restreintes et de réussir à valider juste, mais de réussir à valider. Et ensuite, il y a des rattrapages et la DE est très compréhensive. La DE, c'est la direction de l'école. Voilà, la direction des études. Des études, ok. Donc, qui est assez compréhensive vis-à-vis des difficultés que chaque élève peut éprouver en fonction de son suivi, de sa vie étudiante et de son parcours avant. Concernant les cours, qu'est-ce qu'on apprend à l'école des mines de Paris ? La première année est très généraliste en fait. Enfin, c'est découpé en 2 semestres. Donc le premier semestre, c'est principalement des sciences fondamentales. Donc il y a de la topologie, des probas en maths. Après, physique statistique, physique quantique, etc. Et le deuxième semestre, c'est plus sciences appliquées, donc mécanique des milieux continus, optimisation et traitement du signal, ce genre de choses. Et en parallèle, on a évidemment donc, des cours de langue. Il y a 2 langues vivantes obligatoires, anglais et espagnol, allemand. Et une autre langue, espagnol, allemand. Sachant que ça, c'est un avantage. Via PSL, il y a énormément de cours de langue qui sont proposés. Je crois qu'il y a 24 cours de langue possibles, si je ne me trompe pas. Mais beaucoup de choses, donc espagnol, allemand, italien, donc classique. Mais des langues japonais, coréen, par exemple, chinois, ou alors hébreu, russe. Il y a même la langue des signes française. Suédois. Il y a beaucoup de langues. Et en plus, on parle de ça, il y a aussi des enseignements, je ne sais pas comment les qualifier, peut-être plus transversaux. Donc, par exemple, des cours de sensibilisation pour le changement climatique de Jean-Marc Jancovici, des cours... Ça, c'est important parce que on va, bon, c'est un sujet, voilà, que vous avez, enfin, on vous a sûrement parlé du fait que vous avez Jean-Marc Jancovici comme prof, c'est un peu une star parmi les milieux des mondes des ingénieurs. Vous avez vraiment, au début de l'année, Jean-Marc Jancovici en prof, c'est ça? Oui, on a 8 ou 10 amphis, je ne sais plus, de 3 heures où il nous présente, enfin c'est au sein d'un module plus général où on n'a pas que lui comme prof, mais il intervient pour entre 20 et 30 heures pour nous présenter voilà, les enjeux climatiques actuels. Sympa. Son cours, c'est énergie et changement climatique, ou énergie et climat, je me souviens plus exactement. Et donc du coup, il a pour but de montrer comment on est dépendant d'énergie et ensuite quel type d'énergie a détérioré le climat. Et c'est très historique de manière à comment ça se fait et comment ça s'est passé. Et après, du coup, à réfléchir aux enjeux et à comment faire, puisque tout dépend du lien avec l'énergie. Okay. Mais c'est vraiment très concret. Et après, on a un partiel et un examen et il vient. Oui, c'est vraiment un vrai cours. C'est pas juste une conférence qu'on aurait une fois. Voilà. Pas un tableau extérieur, c'est des vrais cours. Ok. Avec un vrai examen. Et après, ils vous notent. Et des vraies notes. Ils notent bien? Ils notent sévère. Très bien. La formation, elle est généraliste, du coup. On pourrait la qualifier de généraliste, mais à dominante plus maths ou pas vraiment. Enfin, vous sentez quand même une fibre un peu matheuse, physique, ou pas vraiment. Je sais que on a vu les étudiants de l'ENSTAR récemment, ils nous disaient on fait quand même beaucoup de maths, ça se retrouve dans beaucoup de matières, quoi. Même à l'IX, j'ai entendu ça aussi. Mines de Paris, pas forcément plus que ça? Aux Mines de Paris, je crois que la filière la plus représentée, c'est les PSI. En tout cas, par rapport au nombre où ils sont en France et au nombre où ils sont admis. Du coup, c'est très fixé ingénieur. Et au final, j'ai vraiment l'impression que c'est la continuité dans le sens où, quand on regarde les modules de maths, à chaque fois, on a 2 modules de maths et 2 modules de physique. Et à chaque semestre, en première année en tout cas. Donc j'ai l'impression que c'est très complémentaire. Et j'aurais pas tendance à dire qu'il y a plus des maths ou plus de la physique qui est mis en place. Ok, c'est plutôt équilibré. Oui, ça. Après, moi, j'ai pas fait prépa et j'ai fait... j'avais peu de maths. T'as pas l'impression d'être largué en maths, là, en ce moment? C'est un petit peu... C'est pas grave, on travaille. Non, j'ai réussi à valider le premier semestre en maths sans trop de problèmes. Après, là, le deuxième semestre, je sais pas trop comment ça se passe. Mais vu que j'ai fait 3 ans, il y a certains trucs que j'avais déjà fait aussi. Okay. Donc la physique statistique, la physique quantique, le traitement du signal, là au semestre, j'avais déjà fait au CPES. Donc du coup, il y a quand même des choses. Oui, c'est ça en fait, c'est que les PSI sont plus représentés en pourcentage parce que c'est vrai qu'on est moins nombreux que les MP à rentrer de manière intrinsèque, mais comme on est aussi moins nombreux en prépa, forcément, en pourcentage on est plus élevé.
Après, les cours sont la continuité, voilà. Moi, j'ai l'impression, quand tu as cité les cours, que c'est des matières d'ingénieur un peu classiques, le traitement du signal, les différentes mécaniques, voilà, c'est ça, et ça reste généraliste. Après, ce qui change, surtout qu'en deuxième année, c'est plus des cours par option. Il y a des trimestres recherche, ingénierie, où là, on choisit vraiment ce qu'on veut faire, mais c'est sur un trimestre, donc c'est pas une vraie formation en 3 ans qui va vraiment nous axer sur un domaine, c'est plus pour toucher un peu à tout, entre guillemets, voir ce qui nous plaît vraiment, pour après faire les stages dans le domaine. En fin d'année ou en Les trimestres de recherche et d'ingénierie, ils se font souvent en groupe par projet. Et du coup, ça a vraiment pour but d'apprendre à comment travailler en équipe sur un sujet fixe d'ingénieur ou du coup de la recherche, juste recherche ou un sujet plus orienté pour rester le fait que c'est transverse et qu'on ne fasse pas que des maths, de la physique et des matériaux. Mais en fait, ça vient depuis 2018, le fait qu'il y ait eu moins de maths. Parce que du coup, c'est ce que Timon, tu étais plus au courant, mais il y avait la CTI qui s'était plaint du fait qu'au mine, il y ait trop d'heures de maths et de physique. Et du coup, maintenant, on a moins d'heures, mais les sujets n'ont pas changé. C'est pour ça que, par exemple, les gens qui veulent s'investir peuvent vraiment s'investir parce que nos bouquins, certains de nos polis sont vraiment très denses. Voilà, d'approfondissement et ensuite, les gens choisissent. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un peu. Certains enseignants qu'on a aussi sont très... connus et exigeants sur certains domaines. Par exemple, en mécanique des milieux continus, c'est vrai que notre enseignant est donc à l'Académie des sciences, donc c'est pas n'importe qui. Et il est le cours est vraiment très dense pour un cours de première année. Pour des gens qui n'ont jamais fait de MNC, voilà. C'est qui Samuel Forest. Ok. Très bien. Sur l'approche pédagogique de l'école, comment ça se passe? Vous avez des cours magistraux, TD, un peu petite classe et examen à la fin. Comment ça s'agence? C'est assez classique comme ça. Il y a souvent, c'est 1h30 d'amphi classique où le prof présente le cours. Après, on a 1h30 de TD en petit groupe. Ça dépend des matières, mais entre 20 et 30. Et après, au bout de X répétitions, on a un examen sur table la plupart du temps. Des fois, on a des oraux. En maths, en premier semestre, on avait des oraux. Après, des fois, pour les travaux de groupe, on a des soutenances aussi orales. Ça dépend. Souvent, c'est mixte. Et puis, il y a aussi régulièrement des projets en plus personnels, type traitement du signal ou autres, qui viennent en plus de l'examen pour permettre d'approfondir un peu un sujet, d'avoir une deuxième note aussi pour pas tout jouer sur un seul examen. Voilà, c'est ça. Donc, généralement, il y a les trois qui sont assez complémentaires. Il y a projet, donc rendu un peu type DM, et oraux et examen écrit sur table. Et c'est très complémentaire. Et vu que ça fonctionne par module, parfois dans un seul module, on a 2 matières. Et du coup, par exemple, il y avait l'exercice d'examen de Monsieur Jancovici. Et ensuite, on avait aussi un projet où on devait faire nos propres recherches, créer un poster sur... moi, je travaillais sur les solutions basées sur la nature pour résoudre le changement climatique. Et du coup, c'est vraiment très... c'est rarement qu'un seul examen, quoi. Ok. Et moi, je trouve qu'il y avait beaucoup d'oraux et je m'y attendais vous pas. avez des oraux? Ouais. C'est assez rare au final, non? Oui. C'est quoi la place des oraux? Vous en avez beaucoup? Qu'est-ce que, en termes horaires, c'est un peu comme des cols en prépa? Non, c'est pas du tout la même régularité non plus. C'est surtout. C'est de temps en temps avec accompagné d'un DS. En fait, c'est soit en fin de semestre, pour remplacer un examen, on a un oral à la place, soit souvent pour les projets qu'on fait en informatique, là en MMC par exemple, dans plein de matières, il y a un oral en plus où on va présenter un sujet, ce qu'on a fait, des recherches, ou alors faire des choses plus académiques comme faire un exercice un peu, là pour le coup, type colle, mais c'est vraiment beaucoup moins régulier, c'est à la fin de chaque demi-semestre en fait. Ouais. Ok. Et par exemple, hier, du coup, on a eu notre oral de mécanique des milieux continus, où du coup, c'était par groupe de 4, et pendant 50 minutes, on présente l'exercice qu'on a résolu avec le sujet. Donc moi, c'était le paradoxe d'Alembert, et chaque personne avait son sujet, et on le présente à 4 pendant 50 minutes devant le professeur, et ensuite, il pose des questions. Voilà. Ah ouais, c'est bien, vous avez un bon accompagnement. Les professeurs vous connaissent votre prénom, sont proches de vous. Je dis ça parce que vous êtes une petite promo. Vous êtes combien déjà? On est 130 dans la promotion. Ça va augmenter un peu l'année à venir. On va arriver à 150 à l'horizon 2027, mais on ne dépassera pas les 150. Ok. C'est bien de garder pour vous, ça vous plaît énormément. Moi, je trouve que c'est très bien d'être taille humaine parce que c'est vrai qu'on connaît... on n'est pas amis avec tout le monde, mais on connaît quand même tout le monde et pour le coup, c'est vraiment un avantage. Et après, ça se transparaît un peu en cours parce qu'évidemment, en amphi, les profs ne nous connaissent pas tous, mais en petite classe ou autre, la plupart des profs nous connaissent. En langue, c'est la même chose. Et il y a, je ne vais pas dire qu'il y a une certaine proximité, mais c'est vrai que c'est mieux de pouvoir échanger librement avec le professeur quand c'est qu'il nous connaît, qu'il se souvient de nous, etc., plutôt que
être juste un numéro ou un nom sur une feuille. Est-ce que vous avez des travaux pratiques? Non. Ou pas trop? On a des aura- travaux pratiques, enfin ils appellent ça des travaux pratiques, mais en fait c'est du code. On fait, oui c'est ça, on fait des DM codés. Voilà, ça, Des beaucoup projets. d'infos, divers variés. On en aura un à la rentrée des stages ouvriers où on ira dans un centre de recherche pour faire. Ok. Enfin, le CEDEC, c'est pas à faire, mais c'est dans Vous le n'avez cadre pas de stage recherche? C'est juste vous allez aller faire un travail? Là, il n'y a pas de recherche en première année, c'est surtout en deuxième année, il y a les trimestres de recherche, du coup, comme on disait, qui sont c'est des trimestres de 3 mois, où ça va soit dans les labos de recherche de l'école qui sont à Paris, en banlieue parisienne, ou alors à Nice, ou alors il y a aussi des accords avec le CEA, l'ENS, et je sais pas exactement quel. Mais du coup, en parlant de la deuxième année, par contre, en deuxième année, là, il y a des TP. Enfin, parce que, par exemple, il y a des projets, des trimestres d'ingénierie où c'est vraiment construire un robot. Et où, du coup, concrètement, les gens, ils partent de rien, ils construisent le moteur, ils construisent le code qui va contrôler le robot, etc. Et du coup, ils trouvent leurs pièces, ils optimisent le poids, enfin, plein de choses comme ça. Et où, du coup, là, c'est beaucoup plus technique. Donc, vraiment, la première année, le but, c'est de rester général et de faire une bonne transition entre... En fait, si je comprends bien, la première année, c'est un tronc commun. Oui. Deuxième année, vous êtes plus dans la personnalisation de votre cursus et vous avez un choix important, ou c'est quoi ce qui est offert à vous en deuxième année? Il y a beaucoup de choix. Il y a la brochure qui se met sur Internet, il me semble, mais c'est très varié. Donc, ça va soit de faire de la mécanique, un robot, comme expliqué Lucie tout à l'heure. Il y a aussi la possibilité de travailler, par exemple, presque que de l'informatique pour analyser des données, faire de la sciences de données et de l'intelligence artificielle. Il y a des aspects un peu plus sur d'autres enjeux. Par exemple, là, il y a un trimestre à Sofia où ils sont en train de construire un drone sous-marin pour aller filmer les blanchissements des coraux, etc. Dans la mer. Ok. Mais c'est plus du tout de tronc commun et complètement personnalisé, ou vous avez quand même une base de cours qui reste en deuxième année comment ça s'organise? En deuxième année, il n'y a pas de tronc commun, il y a vraiment les 3 semestres. Les semestres sont divisés, il y a toujours les langues évidemment qui sont en tronc commun quand même, mais après, dans les semestres, il y a 3 jours par semaine qui sont prévus pour le projet et 2 jours où il y a des cours en rapport avec le projet, mais donc ce qui fait que les gens qui vont faire la mécanique auront des cours de mécanique. Pour le traitement du signal des données et l'intelligence artificielle, ce sera des cours d'info. Si pour les trimestres recherche, je sais que moi par exemple, quelqu'un qui avait fait un trimestre recherche particules, noyaux, univers, et c'était vraiment des sciences de relativité générale, des cours de relativité générale, etc. Donc des cours adaptés au domaine. Et à côté de ça, il y a aussi trimestre recherche, sciences et techniques en société, si on préfère, ou économétrie. Du coup, il y a vraiment un choix hyper vaste. Et en fait, c'est possible que l'année prochaine, avec Timon, s'il prend les moments où il est à Sofia, les moments où moi je suis à Paris, en fait, on se croise pas de l'année à cause de la modularité et qu'on prenne des trimestres complètement différents. Oui. C'est vraiment hyper personnalisé. Et après, du coup, en troisième année, par contre, ça redevient un tronc commun où il y a quand même un peu des options. Mais je te coupe, pardon, mais durant la deuxième année, vous perdez l'effet de promo, du coup. Enfin, vous êtes tous séparés, ou vous avez créé assez de liens en première année pour vous dispatcher en deuxième année et après revenir en troisième année, retrouver votre groupe. Enfin, l'esprit de promo il y en a plus en deuxième année, quoi, dans l'idée. Si, il y a quand même un esprit de promo. En fait, on est séparés, mais il faut se dire que déjà Sofia, c'est 4 heures en train, donc c'est pas si loin pour rentrer quand il y a des événements particuliers à ce moment de l'année, le gala ou d'autres événements plus ou moins connus. Le parti de la promo qu'à Sofia rentre. Et après, il y a beaucoup de liens qui se tissent quand même au sein des associations, parce que comme il y a beaucoup d'investissements associatifs de pas mal de personnes, même si les gens sont à distance, il y a quand même pas mal d'échanges sur plein de sujets. Et après, il y a quand même aussi la plupart, le planning est fait de sorte à ce que surtout tout le premier trimestre de deuxième année, la plupart des cours soient à Paris pour qu'il y ait l'intégration de la nouvelle promotion, vraiment la cohésion pour accompagner au mieux, intégrer au mieux les nouveaux élèves. Et après, c'est en deuxième semestre où il y a pas mal de gens qui partent à Sofia, et troisième semestre, c'est plus modulable, sachant que le troisième semestre, souvent, est en parallèle des S4E, donc les semestres à l'étranger, ce qui fait que là, pour le coup, les gens sont un peu plus dilués, mais c'est pas pour autant que les gens ne se connaissent plus, parce qu'après 1 an et demi, on garde quand même des liens. Voilà. De manière générale, en fait, les gens sont au courant de tout ça, ce qui fait que, par exemple, pour les semestres à l'étranger, il y a aussi soit en première partie de la deuxième année, soit en deuxième partie. Et il y a peu de gens qui veulent partir en première partie parce qu'il y a l'intégration de la promo suivante et que grâce à l'esprit de corps qui a été formé, en fait, les gens s'arrangent et se débrouillent pour pouvoir être présents. Et par exemple, quand ils font des projets, vu que c'est des projets de groupe au sein même du trimestre, il y a aussi le fait que les gens préfèrent être avec leurs amis et où du coup se mettent ensemble. Et en fait, non, ça permet vraiment de garder la cohésion. Il y a du coup les passages d'association.
où les gens doivent être assemblés pour la faire bien, etc. Donc, de manière générale, j'aurais pas du tout tendance à dire que ça se perd. Enfin, par exemple, quand les gens partent à Sofia, ils font des colocations tous ensemble dans le coin. C'est pas 2 personnes qui vont faire un trimestre seul dans leur coin à Sofia. Quand c'est des trimestres ingénierie recherche, c'est au moins 10 personnes, souvent une quinzaine, qui partent sur un seul projet, qui travaillent ensemble tout le temps. Donc, ils sont pas avec la promo, mais il reste quand même très stylé. Et après, tout s'est explosé tellement il y a de personnalisation possible et plus avoir de lien entre vous. Mais non. Il y a évidemment quelques trimestres, il y a très peu de personnes, mais ça reste très minoritaire pour le coup. C'est vraiment sur des trucs très spécifiques, l'entrepreneuriat ou autre, qui n'intéresse pas forcément beaucoup de personnes, où là, il n'y a que quelques profils qui y vont, mais l'immense majorité, c'est pas ça. Il se passe quoi en 3e année? Alors, en 3e année, il y a du coup des cours qui sont plus tellement fondamentales du tout. C'est vraiment le tronc commun, du coup, où il y a par exemple des grosses matières comme gestion de crise, qui est un module qui arrive à la fin de l'année, etc. Et controverse, mais après il y a des options où là les gens peuvent être plus controverse, on entend quoi par là? Controverse, si j'ai bien compris, c'est de la sociologie sur des enjeux modernes, et où du coup c'est vraiment un module hyper large. Ils font du droit aussi. C'est hyper intéressant, enfin, ça vous donne une ouverture pour ensuite le monde du travail. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Du droit, il y a aussi du management et de la comptabilité, il me semble. Enfin, voilà, vraiment pour former, une fois qu'on a fait les cours scientifiques en première et deuxième année, l'objectif après, c'est aussi de se préparer à tout ce qu'il va y avoir à côté, auquel n'est pas forcément préparé avant, ni en prépa, ni en fac ou autre, pour le monde du travail. Maintenant qu'on sait que vous êtes ingénieur et que vous avez les compétences techniques pour l'être, on se dit, bon, on va vous préparer au monde du travail, quoi. Et en fait, du coup, à côté de ça, donc le tronc commun, il y a des options. Il y en a 17. Je n'ai pas toutes les 17 en tête. Et en fait, elles sont dans genre 4 ou 6 domaines bien distincts et séparés. Et où après, les gens choisissent ce qu'ils veulent faire comme cours. Et où ça leur permet vraiment de se personnaliser énormément. Celle qui a le plus de succès, je crois, c'est système de production et supply chain. Donc, qui est très en rapport avec l'industrie au final. Je crois que c'est celle-ci qui a le plus de succès et qui est le plus appréciée. Mais ça se trouve, j'ai... Après, tous les détails techniques sur le site de l'école, il faut, toutes les stats, etc. Ok. Est-ce que sur la partie académique, il y a quelque chose d'important qu'on n'aurait pas dit? Si on peut parler, peut-être, il y a évidemment le stage ouvrier qui est classique dans toutes les écoles, mais il y a aussi d'autres projets un peu plus courts. Typiquement, on avait des MIG, donc c'est un métier, le nom, c'est métier d'ingénieur généraliste. C'est un projet de 3 semaines où on est par groupe d'une quinzaine de personnes, soit à Paris, soit dans les centres de recherche en banlieue parisienne, soit moi, pour ma part, j'étais à Sofia. Et on travaille sur un vrai problème, entre guillemets, avec des entreprises qui va vraiment servir. Moi, je travaille par exemple sur l'utilisation de l'hydrogène dans les terminaux portuaires pour les locomotives. Et on a visité du coup le terminal portuaire du port de Toulon. On a travaillé sur l'hydrogène, on a été voir des producteurs d'hydrogène. On allait à Elion, qui est une filiale de Alstom, qui construit des locomotives hydrogène, etc., pour voir comment ça se passe, ce qu'ils font. Et après, on travaille en groupe dessus, donc pour étudier les problèmes que ça pose, trouver potentiellement des solutions, voir économiquement si c'est rentable ou pas, écologiquement si c'est intéressant. Ok. Et alors? C'est pas très intéressant économiquement. Écologiquement, c'est pas mal, mais les rendements sont pas très bons non plus. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est très compact, mais le rendement global de la chaîne de production à consommation, c'est en moyenne de 25%, ça dépend des technologies, etc. 25%. Ce qui fait que, pour nous, là, en France, où l'énergie est décarbonée parce qu'elle est produite par les centrales nucléaires, c'est pas gênant. En Allemagne, il vaut mieux avoir une voiture à pétrole qu'une voiture hydrogène. Alors que, on pourrait prendre l'inverse. Ok. Et du coup, pareil, il y avait 8 sujets de MIG et où au final, on peut choisir. Après, généralement, les gens avaient plus envie de partir. Du coup, là où Timon est parti à Sofia Antipolis, puisque en novembre, à Paris, les MIG, c'est moins la mer et le soleil. Mais et du coup, ça permet aussi de visiter les différentes antennes de l'école, Fontainebleau, Évry, pour ceux qui restaient à Paris. Et du coup, il y avait différents sujets, c'était super sympa. Et un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le fait que là, on parle vachement des mines comme suite à la prépa. Mais en fait, aux mines, il y a plein de différents cours qui ont lieu. Il y a des masters spécialisés, il y a la filière ISUPFER, où du coup, c'est des étudiants qui travaillent sur l'énergétique avec en alternance en entreprise.
Et du coup, ils sont aussi très présents. Et par exemple, les ISUP sont quand même bien intégrés à la vie associative. Il y a des membres du BDE qui font partie des ISUP, etc. Et du coup, c'est pas juste le cycle ingénieur civil, les mines. Et ça permet d'apporter une grande diversité d'élèves. Et c'est trop cool. Ok, quand on a dit 130, c'est 130... C'est sans compter ces élèves-là. Oui, ça, 130 ingénieurs civils. Après, il y a les ISUP FER et il y a les différents... C'est quoi numériquement? Ils sont combien environ? Les ISUP FER, ils sont 25 et quelques. Oui, 25 par promo. Et après, il y a aussi donc les masters spécialisés. Je sais pas. Ils sont nombreux, mais pour le coup, c'est plus difficile de les connaître. Enfin, je suis pas exactement au courant des chiffres et je les ai croisés quelques fois dans le foyer, quoi. Et sachant qu'après, là, on est 130 en première année, mais en deuxième année et troisième année, il y a aussi des AST, donc des élèves étrangers qui viennent pour faire un double diplôme ou suivre des cours à l'école. Et il y a aussi des gens de l'ENS ou de l'X qui viennent sur des doubles diplômes, d'HEC, qui viennent pour des doubles diplômes, ce qui fait que souvent la taille de promo classique est autour de 200. Sauf que, pareil, il y a une bonne partie qui part à l'étranger en S3 ou en S4, plus c'est réparti sur les différents campus, parce que, comme on parlait tout à l'heure, les trimestres d'ingénierie, recherche, etc. Donc la promo est de 200, mais en pratique, ça reste une centaine de personnes qui sont sur le site de Paris. Un peu moins quand même. Là, ils sont 37 AST en deuxième année. Mais après, il y en a plus en troisième, je crois, avec les VS. Ah ouais, avec les VS qui arrivent. Ça augmente progressivement chaque année, en fait. Ok. 2 ans et 3 ans. J'ai bien envie qu'on parle de la vie étudiante, mais je me demandais si on pouvait peut-être parler de l'histoire avant de l'école et un peu de l'origine de ces locaux, de là où on est. Vous êtes l'une des dernières écoles, grandes écoles d'ingénieurs à rester sur Paris. Est-ce que c'est un avantage pour vous? Alors, le fait d'être sur Paris, à mon avis, et je pense que c'est l'avis partagé par tout le monde, c'est un énorme avantage parce que ça permet de profiter de toute la vie étudiante, culturelle, tout ce qui est proposé à Paris, ce qui est moins le cas à Saclay ou dans d'autres villes. Et ça, à la fois sur cet aspect-là et à la fois évidemment sur l'aspect plus, je dirais, proximité des autres écoles, donc dont on parlait tout à l'heure, PSL pour l'ENS, pour le SPCI, pour Chanel Paris Tech, et des autres universités pour les gens qui veulent suivre des doubles diplômes ou d'autres formations, plus la vie parisienne, la vie parisienne, associative, culturelle, tous les sens du terme. Il y a tout à faire à Paris, quoi. Et après, du coup, le fait qu'on soit à Paris, ça vient du fait qu'on ne dépend pas du ministère de l'enseignement supérieur comme la plupart des écoles. On est du ministère des Finances, de l'Industrie, et je ne sais plus comment il s'appelle exactement maintenant, vu qu'il change tout le temps, mais pas du même ministère. Ce qui fait que ce n'est pas les mêmes statuts à la fois, par exemple, pour les enseignants. C'est le ministère de l'économie? Si. Économie, industrie, c'est Bercy, finance. quoi. Oui, Bercy. Ouais. Mais le nom change tout le temps. Donc, oui, c'est vrai. Et donc, par exemple, pour les enseignants, c'est pas le même statut parce que les enseignants qu'on a sont des chercheurs, donc ils n'ont pas obligation de donner des cours, mais ils le font en plus de leur activité de recherche à plein temps et c'est pour ça qu'on peut intervenir extérieur. Et même après, dans le détail administratif, c'est pas les mêmes salaires, c'est pas les mêmes intérêts, etc. Et du coup, pour les bâtiments, c'est la même chose, c'est pas la même gestion, ce qui fait que l'administration est plus libre et décide de rester ici. Sachant qu'on a quand même des antennes en province, donc à Évry, à... Oui, il y a plusieurs bâtiments. Oui, Voilà, c'est ça. oui, il y a plusieurs bâtiments. Donc ici, Il y a Fontainebleau, Évry, il y en a un qui est en construction à Versailles, qui sera en 2025. Versailles, Fontainebleau, t'as dit? Ouais. Fontainebleau, Et après, Versailles. le campus de Sofia aussi, juste à côté de Nice. Ok, on mettra des images de ces campus-là. L'ambiance étudiante aux mines de Paris. La vie associative, l'ambiance de promo. C'est important, je pense, d'arriver dans une école et de se sentir bien, humainement, on va dire. Est-ce que vous êtes senti bien quand vous êtes arrivé aux mines de Paris? Est-ce que vous avez été bien accueillis, bien intégrés? Ouais. Oui. Vous avez eu des événements sympas d'intégration? Allez-y. Et du coup, faites-vous la plaisir. première semaine, c'est une semaine un peu classique d'intégration, je pense, dans n'importe quel endroit, où du coup, les cours et les présentations sont très sur le sujet de l'école, sur comment va se passer notre scolarité ici, etc., dans un tout nouvel endroit, quoi. Et on arrive aussi, du coup, à la maison des étudiants qu'on ira voir. Ouais. Et en fait, donc, directement, on est plongé dans le bain avec tout plein de gens. Et il y a le BDE, notamment, qui s'occupe de créer plein d'événements pour favoriser la cohésion entre la promo au départ. Et ensuite, on est intégré avec le reste des autres promotions. Et moi, mon réflexe, quand je suis arrivée à la maison des étudiantes que j'ai emménagée, c'est vraiment, j'ai vu tout le monde en polo, BDE, machin et tout. J'ai vu les différents discours qu'on avait dans la première semaine. Et je me souviens très très bien me dire, wow, c'est ça l'esprit école d'ingé. Il y avait plein de soirées, du coup, les bars qui est ouvert du coup le dimanche, le jeudi et le mardi. Il y en avait plusieurs durant la semaine, etc. Je me dis que ça faisait beaucoup. J'ai eu un gros mouvement de recul. Oulala.
Et au final, c'est passé très vite. Au bout de 3 jours, une semaine, je me sentais comme chez moi. J'avais des amis et finalement, j'ai listé BDE alors qu'au début, je trouvais ça hyper corporate. Je comprenais pas le principe. Enfin bref. Donc du coup, non, là-dessus, on a été super bien intégrés. Et je pense que moi, personnellement, j'adore le côté soirée, faire la fête, etc. Mais vis-à-vis de différents profils, ça permet d'intégrer tout le monde. Enfin, je sais pas. Je suis parfaitement d'accord avec Lucie parce que moi, du coup, je suis un peu moins soirée, etc. Et c'est vrai que je me pose la question en arrivant à l'école, s'il y a que des soirées, etc. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une pression un peu entre guillemets pour aller en soirée, pour faire toute la fête ou autre? Et c'est vrai qu'il y a pas du tout, et il y a plein d'événements qui sont organisés, donc les soirées notamment, mais pas que, il y a plein d'autres événements, donc des repas entre étages, des pique-niques au Luxembourg, des soirées créatives, du karaoké, énormément de choses diverses et variées qui correspondent vraiment à tous les profils. Et ce qui fait que même si on n'aime pas trop faire la fête, comme c'est un peu mon cas, on est quand même très vite, très bien intégrés, et on se fait beaucoup d'amis, et c'est pour ça aussi que la maison d'étudiants c'est très importante parce qu'on est tous logés en même endroit en première année, on est vraiment tous tout le temps ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai envie de dire, ce qui permet de créer énormément de liens très vite. Il y a de la place pour tout le monde à la maison des mines? Oui et non. En fait, alors, pour les premières années, oui. Les premières années, s'ils le demandent, peuvent l'avoir automatiquement. Et ensuite, pour les deuxièmes années et les troisièmes années, ça se fait en fonction du temps de trajet. Et pour les troisièmes années, même en fonction de combien est-ce qu'ils ont été payés, s'ils ont été payés en césure ou lors de leur stage. D'accord. Parce que du coup, c'est vraiment un loyer très peu cher, où en plus, on a droit aux APL dessus, comparé à ce qu'on pourrait payer dans les logements parisiens, parce que Paris, c'est génial, on profite de la vie étudiante, mais le coût de la vie est hyper cher quand même. Et donc, du coup, d'avoir la maison des étudiants, c'est vraiment un avantage. Et donc, pour les premières années, et vu que c'est hyper important pour la cohésion et l'intégration de la promo, ils l'ont automatiquement s'ils le demandent. Et ensuite, c'est plus pour les deuxièmes années où là, il faut faire des colocs, trouver différents moyens, avoir une petite chambre de bonne pas trop loin. C'est ça, parce que le loyer, c'est 370 € pour la chambre classique. Avec les appels déduits, ça fait à peu près 200 € de loyer, donc c'est vrai que c'est quand même extrêmement intéressant pour le 5e arrondissement. Et aussi, pendant l'été, il y a ce que disait Lucie, tous les gens qui demandent peuvent y avoir accès. Et il y a un forme de personnalité à remplir pour que, comme c'est des chambres en colocation à deux, le ou la personne avec qui on est et les mêmes habitudes de vie que nous, le même tempérament que nous, etc. Un formulaire pour que ça matche. Pour que ça matche parfaitement. Et après, il y a des gens derrière qui s'occupent de faire matcher les profils pour avoir le ou la meilleure coloc possible, ce qui souvent marche très bien. Ouais. Ok. C'est quoi l'agenda de l'intégration? Vous arrivez quand à l'école? On est arrivé tout début septembre, oui. Le 1er ou le 2, quelque chose comme ça. Du coup, le BDE arrive un peu avant, afin de tout préparer. Ensuite, du coup, on a une semaine de présentation de l'école, etc. Et d'un point de vue académique. Et ensuite, on passe direct sur les cours. Il y a l'intégration, du coup, au tout début en septembre. Ensuite, il y a une semaine de géol qui arrive. Début octobre. Ouais, quelque chose comme ça. Et avant ou après, je me souviens plus exactement, il y a le week-end d'intégration, du coup, qui est là où on part tous à 130, qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant et qui dure 5 jours, mais où on fait plein d'activités, on fait du rafting. Oui, le week-end d'intégration est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées. Comme partout, il n'y a pas que des soirées, il y a plein d'événements, donc du rafting et plein de choses, on ne va pas tout dire non plus pour pas spoiler, mais vraiment plein d'activités, pas que des soirées. Et c'est aussi, je vais pas dire encadré, mais aussi il y a des gens de la DE, de la direction de l'enseignement qui viennent pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'excès, pas de débordement, pas de problème ou autre. Et pour apprendre à mieux connaître les élèves aussi. Pour apprendre à mieux connaître les élèves. Ils restent avec nous, ils font les activités. Ce qui fait voilà, qu'il n'y a pas de phénomène de bizutage ou autre comme on peut voir sur certaines écoles. Il n'y a pas du tout ça parce que déjà c'est interdit et en plus que ce soit le BDE, les équipes de la White Team ou alors la direction d'études sont intransigeants là-dessus. Et ensuite, en octobre, ce dont je parlais, c'est qu'il y a la semaine de parrainage qui est un peu quelque chose d'assez canonique aux mines et une grosse tradition, et où du coup pendant une semaine le but c'est de trouver qui est notre parrain, et où c'est les deuxièmes années qui choisissent en première année et qui deviennent parrains, filles, etc. Et c'est une soirée où ça se termine après par la grosse soirée, l'interne de parrainage, mais même du coup dans la semaine il y a l'octo le dimanche, enfin du coup là qui était plutôt octo délocalisé dans Paris. Il y a du coup le mardi la Biro, le jeudi il y a l'octo de parrainage. On avait aussi eu une externe à la semaine de parrainage. On avait eu avec AgroParisTech. Voilà, c'est ça, avec AgroParisTech, et où du coup ça c'est aussi une grosse semaine bien chargée et qui est quand même un moment d'intégration parce que c'est vraiment le point culminant de l'intégration entre les promos. Parce que du coup après on a tous un lien et où généralement les matchs sont bien faits. On s'entend bien avec la famille de parrainage et ça permet de connaître directement les personnes qui sont donc parfois les 4 années au-dessus. Et ensuite, plus loin, je sais qu'il y a des gens, leur P18 était venu ensuite. Vous avez ce lien par génération. Oui, voilà, une généalogie ensuite au sein
de l'école. Voilà, c'est ça, qui est quelque Ouais. chose... Ça, c'est bien parce que je sais qu'on a ça aussi aux arts et métiers. Et en fait, ça te donne un lien avec ta promo et les promos du dessus. Et comme en fait, chaque étudiant connaît bien sa promo, même dans les promos du dessus, en gros, ça fait une sorte d'équerre où en fait, tu as accès à tout le monde aux mines, quoi. En fait, imaginons que tu veux contacter un Café Les Mines il y a 5-6 ans, tu demandes à ton P5, je sais pas comment compter, mais dans l'idée. Et il peut aller discuter directement. Enfin, ça permet en fait de faire un lien, un tissu important dans l'école. Ça marche plutôt bien, ça. Oui. En tout cas, je sais pour notre Oui, et école. sachant justement que pour les contacts, etc., il y a donc Mine Paris Alumni qui est une association où il y a tous les anciens des mines et on peut donc contacter tous ces gens-là. Il y a un site internet avec tous les contacts de toutes les promos depuis je sais pas combien de temps. Ce qui permet vraiment aussi d'avoir, voilà, par exemple, si on veut, que ce soit pour la recherche de stage ou aussi pour la recherche de conseils, si on se questionne sur est-ce que ce sujet-là, est-ce que je vais me plaire dans ce sujet-là ou pas, on peut contacter les anciens par mail, par téléphone ou autre pour avoir leur retour. Et c'est vrai que pour l'avoir déjà fait sur certains sujets, les gens sont très réactifs et souvent répondent à nos questions, prennent du temps, etc. Et c'est aussi un gros avantage. Et ensuite, ça commence à être les pré-campagnes directement BDE où les listes commencent à se constituer. Et du coup, on est 20 premières années par liste. Donc du coup, sur une promo de 130, ça fait quand même 40 personnes qui sont hyper investies pour faire tout un tas de choses. Et ensuite, ça, c'est vraiment des préparations. Donc moi, j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à préparer tout ça. Et ensuite, il y a les campagnes qui ont lieu la dernière semaine de février, première semaine de mars. Et où là, c'est une semaine hyper intense, encore une fois, avec 40 élèves qui se donnent pour 300 personnes de l'école, pour tous les habitants de la maison des étudiants, où les cours sont banalisés l'après-midi pour les premières années afin qu'ils puissent aller aux activités qui sont organisées par les différentes listes. Et c'est des activités qui sont hyper... Mais en fait, le lister au BDE, pour la DE, c'est hyper important, quoi. Enfin, il vous donne une place importante. Enfin, je veux dire, souvent, l'associatif, c'est un peu mal vu par certaines administrations dans le sens où c'est source de risque, source de soirée, source de débord, enfin, de problèmes. Là, j'ai l'impression qu'ils vous donnent plus de moyens de vous épanouir là-dedans, quoi. Enfin, ils sont à fond derrière un peu derrière vous. Bah, je pense qu'en fait, il y a différentes politiques qui sont possibles à adopter face aux enjeux de sécurité dans les soirées, dans les différents événements qui sont organisés pour n'importe quelle vie étudiante de n'importe quelle école. Et chez nous, aux mines, la DE a décidé que dans tous les cas, ça va se faire. Dans tous les cas, il y aura des soirées. Dans tous les cas, il y aura des activités qui seront organisées par différentes listes qui veulent être lieu ou quoi que ce soit. Donc, au lieu de les interdire strictement, autant les encadrer. Et ensuite, le reste de l'intégration, elle se termine, sachant que la deuxième partie de l'année est très occupée par les PASSAS des associations. Du coup, des associations où il y en a énormément et où, du coup, chaque personne, chaque première année est un peu occupée à ça avec le deuxième année qui lui explique, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, généralement, c'est ça le calendrier et tout ça un peu parsemé avec des petits événements, des soirées. Il y a le grand gala qui est hyper important aussi aux mines. Il est où le grand gala Le grand gala, il est en février. Oui, à l'hôtel Intercontinental, juste à côté de l'Opéra, Garnier. Voilà. Oui, le cadre n'est pas trop mal. La majorité des étudiants ont une place dans une asso. Oui. Enfin, tout Oui. le monde s'en Il y a une investit moyenne de de manière 4 générale. assos par personne. Oui. je crois. Sachant que dans les associations, il y a le bureau qui est vraiment très chronophage, par exemple, moi, Mediamine, ça prend énormément de temps. Et après, il y a d'autres postes qui demandent. Tu viens juste en renfort. Ouais, Voilà, ça vient c'est ça. venir en C'est renfort, exactement. ponctuellement ou autre. Mais en moyenne, voilà, il y a 4 assos par personne et je dirais qu'il y a 1 ou 2 bureaux par personne. Souvent, plus que 2 bureaux, c'est compliqué parce que Oui, c'est très chronophage et c'est même très déconseillé. Même généralement 1. Il y a des personnes qui en font 2, mais voilà, il faut. Après, le danger, c'est d'en faire trop et d'être vraiment la tête sous l'eau parce que Voilà, c'est ça. il y a, en fait, ça reste de l'associatif, donc pour le plaisir. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand on s'engage dans une association, après, on s'engage à faire à suivre toute l'année. Et si on s'engage entre trop de choses au début parce qu'on est intéressé par plein de choses et qu'après on n'a plus le temps, ben, on a l'air un peu malin. Enfin voilà, si demain Mediamine dit on va plus aller à Staffé en soirée et il y aura plus de photos, les gens seront pas très contents, ce qui peut parfois se comprendre. Mais donc c'est pour ça qu'en s'engageant dans cette association-là, on sait que ça prend beaucoup de temps et on y est prêt quelque part. Et pareil pour le BDE, pour Cahier Vert, pour toutes les associations. Et là, on a parlé d'associations entre guillemets un peu sérieuses. Il y a Oui. aussi des associations, par exemple, du coup, il y a les bars de l'école, donc il y a l'Octo et la Biro qui ont beaucoup de succès. Et du coup, moi, je suis octologue et du coup, ça veut dire que le dimanche et le jeudi, de temps en temps, on va aller staffer, on va aller servir les bières de l'école, du coup, que les élèves payent. Et c'est très convivial, c'est le but de faire la cohésion à la promo. Il y a la Biro, du coup, qui est aussi un équivalent. Et ensuite, il y a les Minshake qui font des grosses soirées, donc plus de l'ordre de celles que le BDE crée, genre les internes qui sont aussi à l'intérieur de la maison des étudiants. Et où du coup, eux, c'est
l'association Cocktail. Il y a Ministry, qui est l'association qui gère le son et la musique à chaque soirée. Et ensuite, deux grosses assos très importantes aux mines. C'est l'association qui s'occupe de faire le Grand Gala, du coup, dont on a parlé, qui a lieu à l'Intercontinental, et où il faut trouver des financements très importants, etc. Et la Way Team, qui est l'équipe qui organise le Way, et du coup, ils sont des profils divers, et pour le but d'intégrer au mieux, parce qu'ils ont un rôle très important lors de l'intégration dès le départ, et où, pareil, il faut qu'ils trouvent des financements, et qu'ils organisent des super actifs, qu'ils réservent des intérêts et tout. Et il y a aussi le cartel, enfin BDS, BDA bien évidemment. Et nous, il y a le cartel qui va avoir un rôle important parce que ça, c'est une compétition sportive qui a lieu avec tout plein de différentes écoles d'ingénieurs, principalement des anciennes mines, mais je crois qu'il y a aussi les ponts. Oui, en fait, l'Institut Mines, Ponts et Mines Télécom. Voilà. Plus à chaque fois, il y a des écoles invitées. Donc là, non, je ne sais pas exactement quelles écoles seront invitées. L'année prochaine, à Paris, il y aura par exemple le SPCI qui sera invité. Il y aura d'autres écoles de PSL pour fédérer un peu, en plus des écoles habituelles, donc toutes les mines, Albi, Alès, Nord-Europe, je vais en oublier, ils vont en vouloir, mais Saint-Étienne, etc. Et du coup, ça, vu que l'année prochaine, le cartel aura lieu à Paris, ça demande une logistique hyper impressionnante parce qu'il faut loger 1300 personnes. Oui, c'est ça, il y a 2400 candidats qui sont attendus, sachant que comme il y a pas mal de gens à Paris qui viennent déjà de Paris ou banlieue parisienne, il n'y a pas besoin de les loger, donc c'est entre, je sais plus quels sont les derniers chiffres, mais 1300 sur l'ordre de grandeur à peu près. Voilà, et donc du coup, ça c'est aussi une organisation de dingue, et quand on s'engage pour une de ces assos, n'importe laquelle, c'est aussi hyper important d'être là et d'être présent. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ça demande quand même beaucoup d'investissement, et pour montrer à quel point ça demande de l'investissement, c'est que la direction des études accorde des crédits au CTS, donc un allègement de cours aux gens qui sont au bureau de certaines associations, donc le BDE, le cartel, le BDA et BDS, je ne sais pas si c'est le cas, mais sur les associations qui sont vraiment très chronophages, la direction des études sait que ça prend beaucoup de temps et donc leur permettre d'avoir un petit peu moins de cours à suivre. Ouais, les plannings, les calendriers de l'année est vu avec le BDE, et du coup les représentants des élèves, généralement donc le BDE, pour avoir un calendrier cohérent et pour mettre personne en difficulté, quoi. Peut-être deux mots là-dessus aussi. Le système de financement qu'on a pour les associations est, je trouve, bien fait dans le sens où ça permet à chacun de pouvoir se développer et faire ce qu'il veut faire, parce que il y a une association, par exemple, pour faire de l'astronomie, ils peuvent avoir un télescope, alors même que ça touche qu'une partie de la promotion. Inversement, par exemple, l'association de distribution de viennoiserie a un peu de financement pour faire des distributions en début d'année. Les soirées de société ou autres peuvent avoir de l'argent pour acheter un peu de nourriture. Il y a vraiment... Vous êtes financé par qui Alors du coup, c'est ça ce qui est assez différent, c'est que selon l'association, il y a un financement différent. Donc il y a trois associations un peu canoniques, donc c'est le BDS, le BDA et le BDE. Et eux, ces trois associations-là, elles sont financées par du coup des amphi-entreprises, où on invite des entreprises à venir nous parler parce que elles, ça leur permet d'avoir de la visibilité vis-à-vis des étudiants, et en plus c'est un super service rendu aux étudiants puisqu'ils peuvent se projeter ensuite dans la vie future, et du coup les entreprises payent pour avoir accès à ce... Ils payent cher pour financer... Oui, c'est cher. Très cher. Et il y a des subventions aussi de la direction des études, etc. Voilà. En plus. Et selon le statut que l'entreprise veut, si elle veut juste un amphi simple ou alors être marraine de promotion, ça va d'une grande grandeur, elle va donner plus ou moins, voire elle va financer, par exemple, le Grand Gala est financé en grande partie par quelques entreprises très précises. Le gala de parrainage, pareil, c'est l'entreprise marraine qui le finance de temps en temps. Donc du coup, c'est un système rodé comme ça. Et ensuite, ça se répartit aux différents clubs et associations de l'école par le biais souvent... Ah oui, il y a l'amphi-entreprise du Trium, qui est du coup là où les gens vont poser et où aussi, pareil, les entreprises payent pour avoir un stand. Et du coup, qui récolte aussi pas mal d'argent. J'ai déjà entendu parler de Trium, c'est assez gros. Ça, oui, ça réunit les ponts. Du coup, l'ENSTA, je crois. C'est les 4 écoles qui se réunissent pour faire un forum d'entreprise où toutes les entreprises viennent présenter ce qu'elles font, etc. Les gens viennent à la recherche de stages, d'offres d'emploi, etc. Et pareil, l'entreprise paye pour avoir un stand, avoir du monde, etc. Voilà. Et du coup, ensuite, tout l'argent qui est récolté par les amphi-entreprises et le Trium, il est entre guillemets dans les mains du trésorier BDE et du trésorier Trium. Et ils se concertent ensuite avec, du coup, plus ou moins en collaboration avec les autres associations, et ils répartissent les fonds selon les demandes des associations. Donc du coup, des trésoriers des différentes associations et clubs, je suis Club Ciné, j'ai envie d'avoir du popcorn, je suis Mediamine, j'ai besoin d'appareils photo qui vont coûter super cher. Du coup, c'est hyper diversifié et c'est complètement géré par les élèves. Et ça, c'est
selon moi, un gros point positif et un gros avantage parce que ça permet d'avoir une liberté assez impressionnante qui dépend bien évidemment des mandats BDE et Trium et qui dépend parfois des relations. Donc, du coup, c'est à la fois un point positif et à la fois un point négatif, mais le fait que la vie étudiante soit financée de manière séparée de la direction des études et des mines de manière aussi nette sur certains points, c'est un gros avantage et une grosse prise d'indépendance des élèves. On va passer sur votre ressenti. Donc, on a présenté la partie académique, associative, des gros sujets qui ont pris pas mal de temps. J'aurais voulu savoir, en arrivant en mine, ce qui vous a surpris, comment ça a été, quelle était votre première réaction en arrivant dans l'école ? Plutôt une bonne surprise. Qu'est-ce qui vous a choqué, marqué ? Moi, je connaissais déjà les bâtiments. J'avais déjà eu cours à la fac ma deuxième année a été énormément ici, quoi. Du coup, après, j'avais vu du coup les résultats des travaux qui avaient été faits parce que j'avais vu avant, j'ai vu après. Et la première chose vraiment surprise, c'est le nombre d'élèves au mines parce que avec les horaires que j'avais à la fac, on ne croisait jamais personne dans cette école. Donc avec les plans et tout, on peut voir, c'est une grande école, quoi, et quand c'est vide, ça fait vide. Et en fait, c'est parce que les horaires étaient complètement distincts. Donc du coup, j'étais déjà surprise de me lever à 8h le matin pour aller en cours à 9h, d'avoir si peu d'horaires de cours comparé à la plège qu'on avait du 8h, 20h avant, etc. Et donc du coup, moi, déjà, c'était en mode, c'est une toute petite promotion. Et puis en même temps, vu que d'habitude je voyais jamais personne ici, j'ai été surprise de voir du monde. Moi, j'aurais tendance à dire exactement la même chose que Lucie, en fait. C'est vraiment de prépa. On a toujours été dans des petites promos parce que collège, lycée, prépa, on est 40 max. Et là, c'est vrai que même si on est que 130, ça reste une petite promo. Mais arriver dans le grand amphi, etc., voir tout le monde, on se dit, ah oui, quand même, il y a du monde, quoi. C'est gros. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude. Parce que voilà, même des cours en amphi, j'avais jamais vu ça avant en prépa. C'était des salles de classe classiques. Il y a ça, et après aussi, oui, la différence en fait au niveau des cours, etc. C'est vrai que c'est plus du tout le même investissement et la même charge de travail qu'en prépa. Et c'est pas pour autant qu'on a plus de temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même énormément de temps associatif, culturel, sportif, etc. Mais ça surprend aussi beaucoup au début où on se dit quand est-ce que je travaille, j'ai jamais le temps de travailler, puis au final, ah oui, mais il n'y a pas besoin de temps de travailler que ça. Vous avez une bonne ambiance de promo de manière générale, vous entendez Oui, ça, c'est hyper impressionnant. Genre, on a de la chance vraiment d'avoir ça, parce que je sais pas si c'est le cas dans toutes les promos, parfois il y a différents groupes et tout, mais j'ai l'impression que chez nous ça se passe bien. Oui, en fait je pense que le BDE joue beaucoup là-dessus, et c'est vrai que l'ambiance qui est donnée pour l'intégration, etc., a une grande influence à mon avis sur le reste de l'année, ce qui se passe, et pour le coup c'est vrai qu'on s'entend très bien, etc. Évidemment on n'est pas copains avec tout le monde, mais il y a des groupes qui se forment, mais tout le monde parle avec tout le monde s'entend très bien, et il y a beaucoup d'aide aussi sur plein de sujets quand c'est dans le monde ou autre. Et un autre truc qui m'avait surpris du coup vis-à-vis du nombre de gens qu'il y avait, c'est aussi du nombre de mecs. Ouais, parce que voilà. Comment ça s'est passé pour toi? Moi ça m'a fait un choc au début, juste vraiment visuel, parce que même si j'ai fait une fac de sciences, on était quand même plus de filles que de garçons. On devait être à 53, quelque chose comme ça. Et là on arrive dans un endroit où on est 28% de filles. Et encore 28%, c'est beaucoup pour une école. Oui, c'est beaucoup. Mais il y a des moments où tu tournes ta tête autour de toi, il y a que des garçons. Ok, c'est pas grave. Mais du coup, au début, j'ai eu pas peur, mais on se dit école d'ingénieur, on connaît qu'il y a eu des histoires, etc. Du coup, un peu de retrait. Et au final, je me suis toujours sentie bien, je me suis toujours sentie incluse, et je me suis jamais sentie pas en sécurité dans l'école. Et ça, je pense que pareil, c'est un gros taf du coup, le BDE qui était au-dessus, des associations engagées comme Mine Parité, l'association féministe. Et c'est vraiment génial vis-à-vis de ça. Et on est suivi. Il y a des préventions du début d'année. Ça, je pense que c'est hyper important dans chaque école. Mais nous, ce qu'elles se font, c'est qu'elles se font en petites classes. Donc, c'est-à-dire qu'on va être que 30, voire 20 dans certaines présentations, où ça va être pour parler de qu'est-ce que c'est qu'une VSS, comment on n'en fait pas. Ça va aussi avoir trait à la santé mentale pour d'autres, et de manière générale, l'alcool. On a aussi une prévention alcool, soirée, et qu'est-ce que c'est qu'avoir une consommation responsable, et à partir de quand on se met en danger. Et du coup, ça, c'est vraiment, on s'est senti accompagné dès le début, c'était durant la première semaine. Et ça m'a vraiment plu. Et ça permet, même si c'est juste ponctuel une fois, en fait, vis-à-vis des VSS ou du fait d'être une fille en école d'ingénieur, ça permet d'enlever le sentiment d'impunité, ce qui est hyper important. Et en cours, j'ai pas senti de différence. Ok, mais je pense en cours, ça va, c'est plutôt en soirée, non? Oui, c'est ça. Mais du coup, en soirée,
moi, ça allait. Typiquement, il y a certaines règles qui ont été mises en place et auxquelles les gens tiennent, et notamment les garçons en polo n'ont pas le droit de... Enfin, les garçons ou les filles d'ailleurs en polo n'ont pas le droit de choper, entre guillemets, des premières années dès le début ou quoi que ce soit avant la fin de l'intégration. C'est des choses comme ça qui sont mises en place pour permettre d'éviter des débordements. Et il y a des staffs, même si on est une petite promo, nous au BDE, en tout cas dans nos soirées, on a toujours des staffs anti-VSS, des personnes qui patrouillent, qui vérifient et qui surveillent et qui sont disponibles et visibles vis-à-vis des personnes s'il y a des choses à signaler. Et à l'intégration, vu on veut encore plus d'encadrement, le staff anti-VSS était effectué par l'association féministe et pas par le BDE, ce qui permettait que le BDE il y ait encore plus de gens vigilants, quoi. Donc du coup, il y a une vigilance constante et qu'il faut perdurer même si ça se passe bien pour une promotion, pour une année, etc. Il y a vraiment un maillage associatif qui est aussi, donc évidemment le BDE qui s'en occupe, l'association féministe, et il y a aussi par exemple des VP papa-maman, donc c'est 4 personnes qui sont là pour s'assurer que que ça se passe bien pour tout le monde, que s'il y a des problèmes, en fait dans tous les domaines, c'est ça, personnel, par rapport à l'alcool, par rapport à des VSS, par rapport à n'importe quel sujet, ils puissent aller voir ces personnes-là, ils puissent leur parler. Ces personnes-là sont formées et ont des numéros d'urgence à contacter en cas de problème, pour appeler un psychologue, pour savoir comment réagir face à telle ou telle situation. Et il y a vraiment un maillage qui concerne le BDE, mais de manière générale, une grande partie de la promo, pour s'assurer que cette bonne ambiance à l'intégration sur les VSS, sur plein de plans, l'alcool, etc., se passe le mieux possible. Les LGBT-phobies, vraiment tous les problèmes qu'on peut avoir en école d'ingénieur ou dans la vie soit le plus possible lutter. Lutter réduit, rien n'est parfait évidemment, mais j'ai jamais été victime ou témoin d'un quelconque problème. Moi, j'ai jamais été témoin ou victime de problèmes, mais par contre, j'ai vu des gens réagir avant, en fait. Et ça, c'est... avant, et avoir des discussions directes en mode « Mais t'es sûr, là, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'on est d'accord que tout se passe bien, etc. » Et c'est une démarche proactive à avoir qui permet d'empêcher des problèmes. Donc, il y a ça aussi qui vient... Sur l'inclusion, vous avez des étudiants étrangers ou pas ? Oui, on a des étudiants étrangers. Alors, en première année, on en a 3. Mais je sais même pas qui est qui. Je sais qu'il y a un étudiant de Singapour qui avait un peu des difficultés et du coup, il était dans la partie... même, il avait des difficultés en français, mais du coup, il était très très bon en maths, mais du coup, il était dans la partie avec nous au début d'année pour les cours d'aide spécialisée. Et après, du coup, il y en a 2 autres, mais je sais même pas qui c'est dans la prépa, c'est juste j'ai vu les chiffres, j'étais un peu surprise. Et il y en a pas mal, par contre, qui arrivent en 2e année, et où du coup, eux, grâce à l'ASTI, qui est en gros le way de la 2e année pour intégrer les AST, et où ils continuent aussi de faire beaucoup d'activités au cours de l'année pour continuer à intégrer les AST, et que ce soit pas juste une fois une soirée, et qu'après les gens se disent c'est bon, où du coup, ils peuvent s'intégrer super bien, et où ils font partie du B2 avec nous. Donc nous, on avait Francisco qui était argentin et Lorenzo italien. Et c'est génial d'avoir cette diversité-là. Oui, et il y a vraiment une pluralité des profils. C'est pas que des Européens, Italiens, Allemands ou autres. Il y a des Européens, il y a des Asiatiques, il y a des Américains, Sud, Nord, etc. Il y a vraiment tout le monde qui est représenté, en plus ou moins grande proportion évidemment, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Question bête, les frais de scolarité, c'est combien aux mines de Paris, vous savez ? C'était 3500 et ça a monté, je crois. Ça doit être 3800. Je sais. De cet ordre-là. C'est cher, mais en fait, c'est les mêmes prix, de la même ordre de grandeur que les prix qu'on trouve dans les autres écoles. Sachant que même si ça ne dépend pas du ministère de l'enseignement supérieur, il y a quand même des bourses qui dépendent pas du CROUS, qui dépendent de l'école, qui sont accordées sur les mêmes critères que les bourses CROUS pour les personnes qui pourraient pas payer. Okay. Ça reste et je sais aussi qu'il y a la fondation donc Mine Paris qui qui paye une partie des frais pour les gens qui sont pas boursiers mais qui sont quand même en difficulté, il faut envoyer un dossier, etc. Et après, il peut y avoir des aides autres aussi. Et il y a des aides qui est mis en place de la vie étudiante, pour la vie étudiante en début d'année, quand il y a beaucoup de choses à payer. Du coup, t'en parlais des prix des cotisations des associations, du WEI, etc. Pareil, l'ADE peut aider des gens. Donc du coup, là, c'est l'argent de l'école, je crois, directement, qui est aidé pour pas qu'il y ait de gens qui se sont rejetés à cause de ça. BDE, BDS, BDA, c'est ça. Et pour le WEI, c'est particulier parce que c'est eux qui gèrent, c'est la trésorière qui gérait elle-même. Elle avait estimé le budget en fonction de pour prévoir certaines difficultés. Mais globalement, que ce soit la vie étudiante, la DE ou les associations, il y a une organisation pour que
les gens qui puissent pas payer ou qui sont en difficulté sont pas non plus exclus de la vie. Après, ouais, 3500, ça reste quand même cher quand tu compares. Enfin, en plus, si tu as un loyer, par exemple, à payer. Oui. Voilà. Donc, Non, mais du coup, c'est sûr c'est que- l'avantage de la maison des étudiants. Mais enfin, moi, comparé à la fac, Non, mais on est d'accord que les prix sont très élevés par rapport à la C'est fac 500 ou autre. euros dans la fac. Mais- 600. 700, ouais. Par rapport aux autres écoles d'ingénieurs, je sais pas aux arts et métiers, mais au Pont, à Télécom, à Centrale Supélec ou autre, c'est les mêmes prix, c'est à 200 euros près. Oui, c'est ça. En général, ça va être 3500, 4000. Nous, on a de la chance, on a réussi à garder à 600 euros les frais, mais c'est très rare. Mais ok, donc une intégration plutôt réussie sur les étudiants étrangers, la place des femmes, sur même les tarifs final de l'école. Est-ce qu'on peut parler, enfin je pense qu'on va aborder le sujet de l'après des mines. Mais peut-être petite parenthèse sur le corps des mines, parce que c'est un peu particulier. C'est les corps des mines, les X-mines, le lien un peu. Enfin, est-ce que on pourrait présenter cette formation? Le corps des mines, en fait, c'est aux mines, mais c'est une formation à part, en fait, qui n'a rien à voir, entre guillemets, avec le cycle ingénieur civil, les UPFR, les masters spécialisés ou autres. Ça regroupe quelques dizaines de personnes, 20-30, qui sont principalement issues de Polytechnique. Il y a quelques normaliens, il y a quelques personnes qui viennent du cycle ingénieur civil des mines, et qui va préparer vraiment à faire de la haute fonction publique, donc préfecture, Est-ce qu'il y a des ministère. sciences Non. Pas à ma connaissance, Non. non. Pas à ma connaissance. Non, Mais je c'est vraiment crois pour la haute fonction publique, voilà, administrative, entre guillemets, préfecture, ministère, etc. Voilà, principalement sur des sujets comme l'industrie, Oui. l'économie, les transports. Voilà. Et donc, du coup, après, c'est des gens qui vont travailler dans des grandes entreprises. Ouais, dans les cabinets publiques là-dessus. ministériels, Voilà, ou, c'est ça. Conseil Oui. d'État, enfin les grandes institutions françaises ou dans les grandes C'est ça. boîtes. Initialement, ça a été créé en même temps que le corps des ponts, le corps de télécom, etc., pour former des dirigeants, entre guillemets, de tous les gens qui vont sur des ponts, tous les gens qui vont sur des mines, etc. Et après, ça a été maintenant fusionné, je ne sais plus en quelle année exactement. Une partie des corps a été fusionnée, donc je crois que télécom et les mines, ça a été fusionné en corps des mines pour centraliser un peu plus, vu que c'est plus géré de la même manière maintenant. Mais c'est voilà, pour la Et il y en haute a publique. plein d'autres décors. Du coup, il y a Oui. aussi L'armement, Cour des ponts, eaux et forêts, donc, comme tu l'as dit. eaux et Il y forêts. a l'armement. Il y a la Cour des comptes qui est considérée comme un corps. Ok. Et du coup, il y a plein de trucs différents. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je pense que Sciences Po sont plus axés Cour des comptes et d'autres Mais ça- que le corps des mines, où ça a quand même une grosse impact ingénieur. Et du coup, le corps des mines, ils sont pas vraiment reliés avec nous, enfin, sauf le Non. fait qu'il y ait à peu près 2 mineurs, je crois, chaque année qui peuvent y rentrer. Mais par contre, les voies spécialisées sont un petit peu plus intégrées, vu qu'ils suivent la 3e année comme les mineurs. Et bon, en 3e année, déjà, vu qu'il y a généralement une césure, donc on n'a pas parlé, mais où il y a beaucoup d'élèves qui font une césure entre la 2e et la 3e année, quand ils arrivent en 3e année, ils sont un petit peu plus détachés de l'ambiance vie étudiante, ils ont Ouais, déjà c'est travaillé, ça, ils ont déjà tout ça. Donc du coup, les voies spécialisées, quand ils arrivent, ont aussi un petit peu plus de retrait vis-à-vis de la vie étudiante, mais ils restent quand même toujours intégrés. Et par exemple, les soirées, ils participent quand même toujours, les césariens et les 3e années. Ok. Et donc, la 3e année, la transition vie étudiante, vie professionnelle, ça se passe comment? Vous avez un stage, les 6 derniers mois, c'est en stage, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. En fait, Ouais. il y a des choses qu'on fait. Il y a un stage de fin d'études de 6 derniers mois qui généralement enchaîne parfois avec un poste classiquement, quoi. Et du coup, c'est à partir de là où les gens choisissent vraiment ce qu'ils veulent faire. Et parfois, du coup, ils ont pu le trouver aussi durant la césure, où il y a des césures qui se font en double diplôme et des césures qui se font en entreprise. Et où, du coup, c'est généralement le format 6 mois, 6 mois. Et donc, au final, avoir une césure, ça rapporte encore plus et ça permet aux gens de savoir ce qu'ils veulent faire comme option à la 3e année pour ensuite être sûr d'avoir un job qui leur permet de leur plaire. Souvent, Même c'est en d'écarter césure. les pistes. C'est ça, souvent en Ouais. césure pendant un an, les gens, soit s'ils veulent faire un double diplôme, le font à ce moment-là avec telle école ou autre, soit sinon c'est l'occasion de tester 6 mois dans une entreprise, 6 mois dans une autre, voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, pour choisir après le bon stage, entre guillemets, en fin de 3e année pour continuer après dans la même entreprise. Ouais. Soit ce qui se fait, et j'ai pas les chiffres, mais il y a énormément de personnes qui ont une césure. 70% des élèves qui font une 70%, césure. Mais voilà. c'est quelque chose de très récent. Du coup, Oui. il y a moyen, ça change dans le futur. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui partent en césure. Et ça a commencé il y a à peu près 5 ans, je crois. Et avant, c'était pas si commun que ça de faire une césure aux mines. Et il y a aussi là-dessus ces stages ou double diplôme, mais il y a aussi des gens qui partent juste faire un projet personnel, qui partent voyager pendant un an et faire quelque chose. Et tant qu'ils ont un rapport de césure et un projet cohérent, etc., pareil, la DE accepte. Il n'y a pas forcément besoin de travailler dans une industrie Non. ou... Non, ok. Non, une césure, c'est vraiment une césure où on coupe de l'école, sauf que pour garder sa place à l'école, on paye quand même la moitié des frais de scolarité. Et puis, il y a certaines personnes qui, au final, vu qu'elles font des césures à Paris, sont souvent présentes et où, du coup, on les connaît quand même, même si c'est des césuriens, quoi.
J'ai 2 questions. La première, c'est quels sont vos doubles diplômes, partenariats, master spé qui vous sont facilités à l'accès grâce au fait que vous soyez en mine de Paris. Deuxième question, quels sont les débouchés que font les mineurs en sortant de l'école? Première, je vous laisse. Pour les doubles diplômes, il y a déjà tous les doubles diplômes qu'on a dans PSL. Donc, il y a des doubles diplômes bilatéraux, donc mine vers l'école et l'école vers les mines, avec l'ENS, donc maths, physique, je crois qu'il y a même biologie et neurosciences. Géologie. Il y a le SPCI, chimie Paris-Tech et Dauphine pour offre un très grand choix de master. Et où du coup, il y a pas mal de mineurs qui suivent des cours d'économie ou de finance à côté à Dauphine. Oui. Donc ça, c'est surtout sur PSL. Et après, il y a des doubles diplômes à l'étranger. Il y en a pas mal. Je ne vais pas forcément le détailler exactement. Oui. Oui, on a plus de 50 choix, pas forcément de double diplôme, mais où on peut partir du coup en semestre à l'étranger. Et donc, il y a 50 universités partenaires ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un nombre hyper impressionnant. Et où ça va de la Turquie, du Chili, au MIT ou à Georgia Tech, quoi. Donc, c'est très, très varié. En Europe, en Asie, partout. Du coup, il y a parfois certaines de ces universités qui permettent d'avoir des doubles diplômes partenaires, mais j'avoue que je suis pas... Ouais, enfin, juste la nuance qu'il faut faire là-dessus, en fait, c'est ce que Lucie expliquait, c'est que... Enfin, j'ai eu plusieurs questions quand j'ai présenté les mines de ma prépa, c'est qu'il faut faire la distinction entre double diplôme, semestre à l'étranger et semestre de recherche à l'étranger. Et souvent, je sais pas trop dans de la fac, on en prépa, on se dit, ah oui, ils ont un accord avec le MIT, fantastique. Sauf que, c'est pas la même chose d'avoir un double diplôme et avoir un semestre à la recherche ou un semestre académique. Donc, dans le cadre des mines, on a 4 places par an au MIT et 4 places par an à Harvard en semestre recherche, mais c'est pas des doubles diplômes. Mais Centrale marque aussi qu'ils ont des accords avec le MIT, Harvard, etc. Mais c'est la même chose. Il y a aucune école française, à part Polytechnique, qui a des accords de double diplôme avec ces écoles-là. Et à côté de ça, donc il y a Georgia Tech ou autre, où là, c'est double diplôme. Je crois que si on prend l'Amérique du Nord, il y a aussi Montréal, où il y a la possibilité d'avoir des doubles diplômes. Polytechnique Montréal, peut-être. Polytechnique Montréal, voilà, exactement, il y a la possibilité d'avoir des doubles diplômes. Et il y a d'autres écoles. Majoritairement, ça reste quand même des semestres académiques ou recherche. Mais il y a des doubles diplômes aussi. Et pour la 3A, pour ceux qui, par exemple, se seraient mis à faire un master durant leur césure et voudraient faire la deuxième année de master, il y a des 3A qui sont, des troisième années du coup, qui sont adaptés pour pouvoir suivre des cours de master et des mines aussi en accord. Du coup, généralement, ce qu'ils font, c'est que s'ils voient qu'il y a des cours qui overlappent un peu niveau sujet, c'est ceux-là qui sautent, ou alors ils prennent en compte les ECTS dans les deux, ou alors juste la personne décide volontairement de sécher certains cours et de bachoter lors du partiel. Mais de manière générale, il y a de bons doubles diplômes qui sont mis en place et qui sont en France avec PSL ou à l'étranger. Et donc sur les débouchés, Sur les débouchés, donc il y a 62% des gens qui travaillent à la sortie, 34% qui font soit un autre master, soit un doctorat qui commence. Et du coup, il y a d'ailleurs au moins 200 doctorants qu'on connaît pas très bien, qui sont répartis sur les différents sites de recherche, etc. Mais qui ont une voix à faire valoir et qui sont présents et qui sont aussi des mineurs-mineuses. Et ça fait 4% restants, je crois. Ouais, les 4% restants, eux, ils font des projets personnels ou alors recherche du travail. Okay. Donc ça, c'est bon, ça va. Et en fait, la variété des cursus après les mines est hyper impressionnante, où les gens ils vont en conseil, en finance, en système des télécommunications d'information. Il y en a qui vont dans l'industrie. Donc ça, c'est pour tous les gens qui travaillent dans le privé, mais il y a aussi des gens qui vont du coup dans la fonction publique. Parfois plutôt du coup la DGE, Direction Générale des Entreprises, la Banque de France. Enfin, il y a vraiment des parcours hyper variés. Et quand on regarde les stats, c'est le plus gros pourcentage, c'est 20%, quoi. Et ensuite, aéronautique, machin. Les stats sur Internet parlent d'elles-mêmes, en fait. Il y a l'énergie, il y a le transport, il y a plein de domaines. Et il n'y a pas vraiment un énorme domaine qui est majoritaire. Il y a plein de domaines. Et c'est ça aussi qui permet que chacun, justement, choisisse un peu ce qui l'intéresse. Il n'y a pas la voie royale que tout le monde doit faire et les voies annexes où c'est pour les gens qui ne travaillent pas ou qui sont bizarres ou que sais-je. Là, c'est vraiment chacun choisit. Okay, bon, on vous renvoie vers le site des mines de Paris. Je pense qu'il y aura les stats bien Oui, précises. les stats. Ok. Est-ce que on peut peut-être dire un mot de la fin, une petite pensée que vous aimeriez partager, un encouragement? Je sais qu'il y a les concours, les oraux qui arrivent en début juin. Oui, et les écrits qui commencent dans 2 jours. Les écrits qui commencent très bientôt. Qu'est-ce que vous diriez à des étudiants qui s'apprêtent à passer les concours ou même un peu plus tôt à s'intéresser au monde des écoles d'ingénieurs?
Moi, de manière générale, c'est bien travailler pour y arriver, parce que ça vaut vraiment le coup. Mais c'est dur avant, quoi. Mais une fois qu'on y est, c'est le feu. Et enfin, on a des bases après pour la vie future. Ça apprend plein de choses. Et il faut pas se laisser. Pour un nouvel étudiant qui voudrait arriver aux mines, c'est ne pas se laisser déborder par toute la vie étudiante qui est autour. Et il faut aussi faut trouver un équilibre et que chaque personne a le sien. Et que c'est hyper important, mais qu'une fois qu'il est trouvé, c'est la vie rêvée. Oui, non, je suis franchement d'accord. Et Vous voilà, ça, faut foncer. Faut pas se dire que c'est impossible parce que voilà, souvent en prépa ou autre, on a l'impression que voilà, c'est super dur, c'est infaisable, on n'y arrivera jamais, etc. Mais il faut continuer à travailler jusqu'au bout, vraiment se motiver et tout peut arriver. Il faut vraiment se donner à fond parce que c'est compliqué, mais quand on est en école après, c'est que du bonheur pendant 3 voire 4 années si on fait une césure. Ok, bon, on est bon. Bah, merci beaucoup Lucie, Timon, pour cette interview, c'était super sympa. Puis à bientôt. Voilà, merci.